Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce dimanche matin sur le plateau de Sagesse Bouddhiste pour une émission sur l'éducation dans le cadre de notre série consacrée au thème de la jeunesse durant toute cette année 2014. Bien souvent, on apprend aux enfants un savoir-faire au lieu d'un savoir-être. Pourtant, l'éducation ne devrait-elle pas permettre aux enfants d'actualiser ce qu'ils ont de meilleur en eux ? De nombreuses études vont dans ce sens et nous montrent que des jeunes enfants incités à coopérer entre eux à l'école obtiennent de meilleurs résultats scolaires. Comment apprendre alors aux enfants à cultiver ces différentes qualités, dont l'altruisme? Quelle doit être par conséquent la formation des enseignants? Comment envisager une éducation qui ne soit plus basée sur la compétition, mais coopérative? C'est avec un immense bonheur que j'accueille pour en parler Mathieu Ricard. Mathieu Ricard, bonjour. Bonjour. Vous vivez dans l'Himalaya depuis 1972, où vous avez reçu les enseignements des plus grands maîtres, dont Kangyo Rinpoche puis Digo Khyentse Rinpoche. Vous vous occupez de nombreux projets humanitaires au Tibet, au Népal, en Inde, à travers l'association Karuna Setchen. Et vous venez de publier un livre magnifique, Plaidoyer pour l'altruisme, où vous traitez notamment de la question de l'éducation, qui est, je crois, pour vous, essentielle. Alors, vous mettez en exergue du chapitre consacré justement à l'éducation une citation d'Aristophane. Enseigner, ce n'est pas remplir un vase, c'est allumer un feu. Alors pourquoi cette citation et pourquoi est-ce que c'est si important pour vous? Parce que si vous voulez, l'éducation moderne, principalement, vise à développer un certain nombre de qualités comme déguiser l'intelligence, de réussir aux examens, une certaine discipline, ce qui bien sûr est excellent, et aussi à accumuler le plus grand nombre d'informations possibles. Mais si on demande, quelqu'un l'a fait, Martin Seligman, à des milliers de parents, qu'est-ce que vous souhaitez pour vos enfants, au travers de l'éducation, ils disent, je souhaiterais que mon enfant s'épanouisse dans l'existence, soit une bonne personne, réussisse, mais sur le plan humain. Et finalement, si on s'aperçoit entre ce qu'on enseigne et ce qu'on espérerait de l'éducation en tant qu'être humain, il y a une sorte, ça ne correspond pas tout à fait. Donc, allumer un feu, c'est donner un sens à l'existence, une direction, une joie de poursuivre son chemin à chaque instant de l'existence, pas seulement d'accumuler des informations dont on peut utiliser pour faire du bien comme pour faire du mal. Alors c'est aussi cultiver certaines valeurs, certaines qualités, je crois, notamment celle de l'altruisme. Alors est-ce que déjà c'est selon vous une qualité qui est innée chez les jeunes enfants? Alors, pendant longtemps, certains ont prétendu ou affirmé que les enfants étaient en gros extrêmement égoïstes, que l'empathie n'arrivait pas avant l'âge de 7 ans, etc., etc. En fait, toutes les études scientifiques récentes et bien menées ont montré d'une part que les enfants sont des coopérateurs quasi inconditionnels. Si un expérimentateur fait tomber quelque chose, les enfants, ils arrêtent de jouer, ils se précipitent pour aider. On s'est aperçu que les enfants, si on leur montrait des personnages dont certains se comportent bien vis-à-vis d'un autre ou d'autres de façon violente, ils préféraient de beaucoup les personnes qui se comportent de façon bienveillante. On a pu montrer que quand on donne un bonbon à un enfant et on lui fait signe, est-ce que je te le donne ou je le donne à celui qui est en face de toi, que ceux qui préfèrent donner leurs expressions faciales et leurs comportements montrent qu'ils sont beaucoup plus joyeux et contents de donner que lorsqu'ils le reçoivent. Donc il y a toutes sortes de facteurs qui montrent que même sans l'influence des parents, parce que même les récompenses diminuent en fait cet élan spontané. Parce que les enfants ils disent je fais ça pour une récompense, mais alors que là ils le font pour le plaisir en quelque sorte. Que après bien sûr il y a les normes sociales qui se mettent en place, mais que spontanément c'est un peu dans l'ADN des enfants que de s'ouvrir à la coopération et à l'altruisme. Donc ceci doit être ensuite cultivé, et c'est là où vous parlez d'éducation coopérative. Alors de quoi s'agit-il? Donc ce potentiel, alors, il faut évidemment le favoriser, parce qu'il peut après, vers l'âge de 5 ans, les enfants commencent à discriminer entre ceux qui les traitent bien et pas bien, ce qui est normal, il faut qu'ils se protègent, mais ça peut aller trop loin, c'est-à-dire qu'ils peuvent se renfermer sur eux-mêmes. Alors l'éducation moderne, enfin récente en tout cas, met l'accent sur la compétition. Alors, il y a tous les classements, etc., etc. Il faut réussir. Et dans certaines cultures, comme notamment à Hong Kong, en Corée du Sud, c'est un drame si l'enfant n'est pas dans les 5 premiers. Et l'enfant se sent très diminué s'il ne réussit pas à répondre à cela. Donc, l'éducation coopérative, qu'est-ce que c'est? Eh bien, par exemple, vous allez plusieurs fois dans la journée faire des groupes de 5 ou 6 enfants. Vous mettrez des bons élèves avec des moins bons élèves, des élèves des deux sexes, parfois s'il y a des différences de race, de milieux sociaux, etc. Et puis la leçon va être divisée en 5 parties. Chaque enfant va étudier pendant 10 minutes. Ensuite, ils mettent leurs connaissances en commun. Les meilleurs élèves aident les autres. Et
le résultat, c'est d'abord des meilleurs résultats scolaires, ce qui est déjà pas mal, mais aussi une atmosphère humaine, prosociale, moins de conflits, moins de brimades. C'est un gros problème à l'heure actuelle dans les écoles, les brimades. Alors si les enfants se sentent responsables les uns des autres, il y a moins de brimades. Donc, à tous les points de vue, les rapports avec les professeurs sont meilleurs. Donc, à tous les points de vue, l'apprentissage coopératif est meilleur que l'apprentissage compétitif. Il y a des centaines d'écoles qui le font, mais pas assez. Il faudrait le généraliser, puisqu'il y a une étude qui a évalué sur 20 ans le résultat de cette intervention et montre des avantages absolument indiscutables. Et donc dans cette éducation coopérative, il y a aussi un système de tutorat, je crois, qui est important. Alors, le tutorat, c'est justement de prendre des enfants, par exemple, qui sont 2 classes au-dessus d'un autre, et de leur confier un enfant 2 classes en dessous. Et ce qui est intéressant, c'est que les parents ont dit « Ah non, mais déjà mon enfant, il est déjà moyen en classe, si en plus il doit s'occuper d'un petit, ça va être encore pire. » C'est le contraire. Parce que l'enfant qui est moyen, il se sent responsabilisé. Donc, il se dit, pour aider mon jeune camarade, il faut quand même que j'étudie un peu. Et donc, en fait, à la fin de l'année, les deux font des progrès. Et ça montre aussi les bienfaits de ce genre de choses. Donc, aux États-Unis, il y a des millions de tuteurs volontaires, ça se passe beaucoup. Ça se passe aussi dans certaines classes en France, mais c'est trop souvent des exceptions. Il y a des instituteurs qui le font, mais il faut que ça soit généralisé, que ça fasse partie de notre système, parce que les bienfaits sont évidents. Alors, à travers votre fondation, votre association Kérona Setchen, vous occupez vous-même beaucoup d'écoles, notamment l'école de Bambou, je crois. Alors, Jeanne Mascolo vous a suivi lors d'un documentaire. Elle vous a suivi dans cette école. On regarde tout de suite l'extrait. Les professeurs, c'est génial. Il faut à peu près 100 professeurs par école. Donc, il met des annonces. Donc, il fait une sorte de présélection avec son équipe. Il descend à 300, c'est-à-dire 3 par classe. Ensuite, il met les profs 3 profs pendant une semaine dans une classe. Et à la fin de la semaine, il demande aux enfants de choisir le professeur. Je ne sais pas si ça passerait dans l'éducation nationale en France, mais c'est génial parce que les enfants ils disent « Ah, celui-là, il en aime bien, il a un bon contact et puis il enseigne bien. » Donc voilà. Parce que tout le monde accorde une grande valeur à l'éducation. Ils espèrent que leurs enfants vont faire mieux qu'eux, au point de vue social et tout. Ils envoient un fils, parce que c'est le fils qui va s'occuper des parents, la fille part se marier ailleurs, etc., etc. Il y a un préjudice contre les femmes. Donc, qu'est-ce qui reste? C'est les filles. Donc, lui, il récupère toutes les filles. Et quand on éduque des filles, tout le monde sait bien, enfin, la société change, c'est les femmes qui font changer la société. Maintenant, on a bien compris ça. Alors Mathieu Ricard, on vous entend dans cet extrait vous exprimer sur l'importance justement de l'éducation qui doit être donnée aux filles. Pourquoi est-ce que c'est essentiel pour vous et pour la société de manière plus générale? D'abord parce qu'une société où le statut de la femme est plus élevé est nettement moins violente, toutes les études l'ont montré, qu'il y a aussi moins de mortalité infantile et de mort des mères au moment de l'accouchement, etc., si elles ont été éduquées. Donc, ce qu'on appelle le girl effect, l'effet fille, était reconnu par toutes les personnes qui s'occupent de ces questions-là. Et en plus, c'est normal, je veux dire, qu'on fasse ça. Alors, dans ces écoles, ce qui est formidable, c'est que vous pouvez construire une école pour 2000 enfants en 2 mois. Et il y a cet entrepreneur social qui s'appelle Uttam Sanjay, qui en a construit, je crois, une vingtaine. Nous en avons construit 9 au travers de Kérona Setchen. Et chacune a 2000 enfants, ce qui est formidable. Et alors, ce qui est intéressant, on le voit dans l'extrait d'ailleurs, c'est que ce sont les enfants qui choisissent leurs professeurs. C'est incroyable, ça. La plupart de ces écoles, quand il y a des candidatures pour être professeur, donc vous avez 1000 candidatures, ils ramènent à 300, il en faut 100. Donc il y a 3 professeurs qui font chacun à leur tour une semaine de classe, et les enfants disent, celui-là, on aime bien étudier avec lui, on comprend ce qu'il dit, donc c'est eux qui choisissent les professeurs. Je crois que ça serait un peu difficile de faire ça en France. Mais alors justement, est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment une différence énorme entre les pays anglo-saxons, la France, enfin l'Occident de manière générale, on va dire, et l'Orient dans le système éducatif? Ouais, écoutez, l'âge moderne uniformise un peu tout ça. Notamment, je crois que ce qui manque beaucoup, c'est la question des valeurs, des valeurs humaines. Parce qu'on pense que ça doit être aussi des religions, ce qui est ridicule. Le Dalai Lama parle tout le temps de l'éthique séculière. Il faut enseigner les valeurs dans les écoles, parce qu'on parle souvent de neutralité. Mais c'est un leurre, la neutralité, parce que rien n'est neutre. Les enfants apprennent des valeurs, mais dans des jeux vidéo violents. Donc, autant, il y a des valeurs que personne ne peut contester. Même au point de vue humaniste, agnostique, la bienveillance, l'honnêteté, la non-discrimination. Qui pourrait être contre ces valeurs? Donc il faut trouver un moyen de former les enfants à ces valeurs.
Et alors, vous dites notamment dans votre livre qu'un des moyens, c'est de renouer aussi avec la nature, que c'est quelque chose de très important. Il y a toutes sortes d'études qui ont montré que la nature nous apprend plein de choses sur la façon de résoudre des problèmes, comment la nature se débrouille, etc. Et toutes sortes d'études ont montré que les enfants qui sont en contact avec la nature sont beaucoup plus ouverts, beaucoup plus calmes, etc. Donc, sinon, c'est un peu plus un défi pour ceux qui vivent dans les villes, dans les banlieues. Mais voilà, ça serait en Norvège, par exemple, ou en Finlande, tous les 45 minutes, les enfants sortent pendant 15 minutes pour être en contact avec la nature. C'est une bonne chose, si on peut le faire. Alors, il nous reste peu de temps, mais j'aimerais qu'on en parle quand même rapidement. C'est le fameux test des autocollants que vous évoquez dans votre livre et qui je trouvais passionnant, justement, pour nous montrer l'altruisme qui peut s'exprimer en fait chez les enfants. Est-ce que vous pouvez nous résumer un peu mon cette ami expérience? Richard Davidson, qui est un neuroscientifique, a aussi un programme d'éducation pour des enfants de 4-5 ans, pour des enfants de maternelle, dans le Madison au Wisconsin. Et donc pendant 10 semaines, 40 minutes, 3 fois par semaine, les éducateurs viennent et il y a un programme donc d'abord de pleine conscience, là que les enfants apprennent à respirer avec un petit galet, ils sont allongés, ils observent leur respiration, ensuite ils observent leurs émotions. Si un enfant est triste, on fait venir un autre enfant, il dit qu'est-ce que ton camarade ressent, où est-ce que ça lui fait mal, etc., etc. Ils plantent les graines de l'amitié. En tout ça, c'est un programme très simple pour des enfants de 4-5 ans. Au bout du programme, on évalue leurs comportements prosociaux, qui est nettement amélioré par rapport à un groupe témoin, et on fait le test ultime des autocollants, à savoir que les éducateurs déterminent avant l'intervention qui est leur meilleur ami, leur moins bon ami, et on fait 4 enveloppes, la photo du meilleur ami, la photo de la moins bonne amie, la photo d'un enfant inconnu et la photo d'un enfant malade. Et on leur donne une 50aine d'autocollants, on leur dit voilà, tu les donnes à qui tu veux, tu les mets dans l'enveloppe. Avant l'intervention, ils donnent tout à leur meilleure copine. Après l'intervention, ce qui est quand même assez extraordinaire, on a complètement gommé ces discriminations. Ils donnent autant d'autocollants à leur meilleur ami, ou celle qui était leur meilleur ami, leur moins bon ami, un enfant inconnu et un enfant malade. Donc, quand on sait à quel point les discriminations nuisent à la société, des questions de race, de religion, de milieux sociaux, de sexe, c'est formidable de pouvoir, chez des enfants si jeunes, et 2 mois après, cette non-discrimination demeure chez ces enfants. Donc il faudrait vraiment étendre ce système. Alors, pour terminer, il y a d'autres systèmes que vous mettez en avant dans votre livre. C'est notamment le Barefoot College, la classe en puzzle. Enfin, il y a différentes initiatives comme ça que vous suggérez. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Au Barefoot College, ça c'est pour les petites filles et les enfants qui travaillent dans les champs, qui gardent des animaux. Donc de 7h du soir à 10h du soir, il y a des écoles extrêmement vivantes où ils apprennent ensemble à écrire, ils font ça à la lumière d'éclairage solaire, il y a un parlement des enfants, ça passe dans le Rajasthan en Inde, et il y a quand même pas mal d'initiatives comme ça dans le monde. Alors, évidemment, ce n'est pas un modèle qui est transposable ici en Europe, mais ça montre que l'éducation, ça peut être tellement plus, encore une fois, que d'engranger des informations et vous apprendre à réussir aux examens. Eh bien, nous allons nous quitter sur ces très belles paroles. Merci Mathieu Ricard d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et si vous souhaitez aller plus loin, voici quelques ouvrages que nous vous conseillons. Je vous rappelle tout d'abord le livre de notre invité sur lequel nous sommes basés pour préparer cette émission, Plaidoyer pour l'altruisme, la force de la bienveillance, chez Nil Éditions. Toujours de notre invité Mathieu Ricard, Plaidoyer pour le bonheur, publié chez Pocket Évolution. Vous y retrouverez les différents thèmes que nous venons d'évoquer, ainsi que de nombreux conseils pour approcher, trouver, mais aussi retenir ce bonheur. Je vous signale par ailleurs le DVD de Jeanne Mascolo, Mathieu Ricard sur le chemin de la compassion, aux éditions Montparnasse. Un film enrichissant tourné entre le Népal et la France, où Mathieu Ricard nous fait partager ses réflexions et son engagement. C'est la fin de notre émission. Vous pouvez la revoir pendant toute une semaine sur le site internet de France 2 en consultant plus.fr. Merci à tous de votre fidélité. Je vous souhaite une très belle journée. Nous vous retrouvons la semaine prochaine.